Dans ce 9e épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous créons ce jeu de type top-down shooter, nous allons implémenter la partie qui permet de tirer des projectiles dans le blueprint du gun. Alors cette partie-là, on va pouvoir tirer des projectiles de manière répétée, on va pouvoir augmenter ou diminuer la cadence et tout, et on va pouvoir aussi arrêter de tirer tout simplement. Et à la fin de l'épisode, nous allons brancher tout ça dans le BP du joueur, le BP Hero, et celui-ci va permettre de commander l'arme et de dire ok, lorsque le joueur appuie sur un bouton, on va tirer, et lorsqu'il va lâcher ce bouton, on va arrêter de tirer. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti! Alors donc là, de retour dans le projet que nous avons implémenté, donc dans l'épisode précédent, nous avons fait ce truc-là, le projectile, qui lorsqu'on lance la simulation, est lancé et disparaît au bout de 2 secondes et demie. Donc maintenant qu'on a codé la logique du projectile, nous allons voir comment coder la logique du gun qui va permettre de faire apparaître des projectiles de manière répétée. D'ailleurs, si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouvez dans la zone de description. Vous allez voir un lien qui va vous permettre de regarder la série depuis le début, afin de mieux comprendre tout ce qu'on est en train de faire ici. Donc là, je vais ouvrir le BP du gun, donc le blueprint du gun, voilà, ici. Alors, je vais créer 3 événements et je vais vous expliquer ensuite la logique que nous allons suivre en codant tout ça. Donc, je vais faire un custom event. Je vais appeler ça start firing. Ensuite, je vais appuyer sur CTRL-W. Donc, pour info, quand vous appuyez sur CTRL-W et que vous mettez votre souris dans un endroit, vous allez faire une copie du node que vous avez sélectionné. Donc là, en bas, vous voyez pas, parce que je suis un peu grand. Vous allez, normalement, j'ai eu un petit mot d'erreur avec ce warning-là qui dit qu'en fait, il n'a pas pu créer un autre événement start firing, tout simplement parce que on ne peut avoir qu'un seul événement qui porte ce nom-là. Donc, le deuxième événement que je vais créer, il va s'appeler stop firing. Et enfin, le dernier, je vais le mettre plus haut. Je vais appeler ça Fire Projectile. Voilà. Donc ici, on a 3 événements. Ces 3 événements-là, ils vont permettre de gérer cette logique. Et comment est-ce qu'ils vont fonctionner? En gros, l'événement Fire Projectile va faire apparaître un projectile au niveau du Projectile Spawn Point. Alors le Projectile Spawn Point, on l'a créé dans l'épisode précédent. C'est en fait cette flèche qui permet de dire au mesh ici, celui-là, qui permet de dire, voilà, le canon, il est ici, et c'est à cet endroit-là qu'on fait apparaître les projectiles. L'autre avantage de cette flèche-là, c'est qu'elle pointe dans une direction qui fait que on va pouvoir récupérer cette direction et dire au projectile que lorsqu'il va apparaître, il faut qu'il soit aligné sur cette flèche-là. Comme ça, il pourra partir droit devant et dans la bonne direction pour le coup. Du coup, on va revenir dans les event graph, et ici, on a le start firing. Le start firing va faire appel à la fonction fire projectile de manière répétée. C'est lui qui va gérer la cadence, qui va dire, ok, tu vas tirer un projectile toutes les 2 secondes par exemple, ou toutes les 3 secondes, ou 5 projectiles à la seconde. Le stop firing va permettre d'arrêter le mécanisme que nous allons lancer, qui va permettre de tirer des projectiles de manière répétée. Donc lui, il lance et lui, il lâche. C'est un peu comme si vous appuyez sur une gâchette et que vous avez un fusil automatique. Donc là, ici, on maintient la gâchette et là, on lâche la gâchette et du coup, on arrête de tirer. Alors pour commencer, je vais implémenter l'événement Fire Projectile. Donc je vais le mettre ça un petit peu plus haut pour faire de la place. Et ici, je vais faire appel à un node que je vais vous expliquer. Donc spawn actor from class. Donc spawn actor from class, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire apparaître dans le monde un acteur. Il va faire apparaître quel type d'acteur? En fait, on doit choisir ici la classe. La classe de l'acteur, dans notre cas, c'est un BP underscore projectile. Donc c'est ce projectile-là qu'on va faire apparaître dans le monde. Ensuite, il a besoin d'un transform. Alors sur Unreal Engine, le transform, ça correspond en fait à l'ensemble, vous allez peut-être voir ça plus ici, ça correspond à l'ensemble de ces transformations-là. On a la position, l'orientation et l'échelle. Tout ça est regroupé dans un transform. Et je peux vous démontrer ça, c'est facile. Ici, sur certains pins, donc des pins qui sont composés de plusieurs données, on va dire, on peut les déplier. C'est-à-dire qu'ici, dans le spawn transform, je vais faire un clic droit, je vais faire split struct pin, et là, vous allez voir qu'il va se casser en 3 sous-pins, donc la position, l'orientation et le scale. Donc c'est pratique parce que du coup, si vous ne voulez pas modifier la rotation et seulement la position, donc vous pouvez le faire. Et si jamais vous avez changé d'avis, vous faites un clic droit et vous faites un recombine struct pin. Mais on va aller encore plus loin. La
position est définie par X, Y et Z, donc c'est 3 composantes différentes. Admettons qu'on veut juste modifier le X, on va faire un clic droit ici, split struct pin, et vous pouvez voir que même les sous-pins peuvent être encore cassés en sous-pins, si je puis dire. Donc là, on a bien une seule composante, et cette fois-ci, on ne peut plus faire de split struct pin. Donc là, je vais cliquer ici, faire un clic droit, recombine struct pin pour refaire la position, et encore un clic droit, puis recombine struct pin pour refaire le transform. Alors, de quel transform est-ce qu'on a besoin? C'est simple, je vais prendre le projectile spawn point ici, et je vais faire un get world transform. Donc le get world transform va prendre du coup le transform du projectile spawn point, donc de ce truc-là, dans le monde. Donc lorsqu'on va le placer sur le player, cette arme-là va vivre dans la scène, et cette flèche-là aussi, même si elle sera invisible, en fait elle sera vraiment présente, et on pourra récupérer sa position dans l'espace avec son orientation et son scale, et on pourra faire apparaître un projectile à cet endroit-là. Donc ici, je vais brancher ça là. Alors un truc important à savoir, c'est que quand on prend le transform, on prend aussi l'échelle. C'est-à-dire que, en gros, si jamais ce gun, je le place dans le monde et je le redimensionne de manière à ce qu'il soit énorme, beaucoup plus grand que le player, par exemple, lorsque vous allez tirer des projectiles, les projectiles vont hériter du scale qui sort du transform ici, et ils vont avoir aussi une taille énorme pour correspondre à la taille du gun. Donc ici, on a deux paramètres qui vont pas nous servir à grand chose pour le coup, donc je vais pas forcément vous les expliquer, c'est des notions plutôt avancées. Et ici, le collision handling override, on a le default, et on a aussi always spawn, try to adjust, et en fait, toutes ces parties-là disent en gros, si tu cherches à faire apparaître ce projectile à un endroit où il y a une collision, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait apparaître quand même? Est-ce qu'on le décale, ou est-ce qu'on ne le fait pas apparaître? Donc là, une fois qu'on a fait apparaître ce projectile-là, en fait, on a fini la logique de cet événement. Donc là, je vais faire un C pour commenter. Ensuite, je vais faire apparaître un projectile au même endroit que le projectile spawn point. Voilà. Alors, je sais que dans un épisode précédent, je vous disais qu'il fallait utiliser des fonctions plutôt que des événements, mais là pour le coup c'est vraiment pour la partie démonstrative. J'aimerais bien que vous voyez tout ce qui se passe ici sur un même écran, c'est plus facile à expliquer lorsqu'on fait des tutos tout simplement. Alors donc là nous avons fini d'implémenter la logique qui permet de faire apparaître un projectile sur le bout du canon, et cette fois-ci nous allons nous attarder sur le start firing et stop firing. Donc ici un petit rappel, on n'a pas besoin de déplacer le projectile tout simplement parce que dans l'épisode précédent nous avons implémenté un projectile movement component qui permet de simuler les déplacements d'un projectile de la vraie vie. Du coup, le projectile, on a juste à le placer sur le bout du canon, à le faire apparaître, et il sait ce qu'il a à faire. Il va partir tout droit, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, avant d'implémenter ces deux événements, je voulais vous montrer un petit truc ici dans le BP Hero. Donc, on a un jeu qui va se jouer. Donc, le jeu que nous allons faire, c'est un jeu de type Twin Stick Shooter. Twin Stick Shooter, ça se joue avec deux sticks. Donc, dans notre cas, on utilise les deux sticks de la manette. On a aussi les touches du clavier que nous avons assignées plus tôt. Et donc, le stick gauche permet de déplacer le joueur et le stick droit permet de le réorienter. Et dans un Twin Stick Shooter, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va orienter le personnage, on va tirer en même temps. On n'a pas besoin d'utiliser la gâchette ou des choses comme ça. Le tout va se faire de manière naturelle. Donc, ici, lorsque je vais mettre la gâchette à droite, par exemple, le perso va regarder à droite et il va tirer aussi. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus tard, dans cet épisode, nous allons ajouter, ici dans le BP Hero, nous allons lui donner le gun, on va mettre le gun entre ses mains, et c'est lui qui va permettre de dire, j'appuie sur la gâchette ou je lâche la gâchette. Et donc, lorsqu'il va appuyer sur la gâchette, c'est lorsqu'il va bouger, lorsqu'il va se réorienter, et ça sera ici. Le souci, c'est que si vous vous rappelez bien, ces deux événements-là sont appelés à chaque frame, c'est-à-dire que pour 120 images par seconde, vous allez faire appel 120 fois à cette partie-là. Et donc, inutile de vous préciser que si jamais je mettais juste le Fire Projectile ici, on aura des problèmes, vu qu'on va faire apparaître 120 projectiles à la seconde. Ça peut être gérable, on va dire, mais c'est quand même plutôt lourd sur les performances, et nous, on veut pouvoir gérer cette cadence de tir, et donc dire qu'on veut exactement 10 projectiles à la seconde, ou des choses comme ça. En plus de ça, il faut savoir autre chose, c'est que les frames ne sont pas forcément stables, donc vous n'avez pas non plus de contrôle sur la cadence de tir. Imaginons que votre jeu commence à ramer, et que vous allez tirer, que vous allez faire du 30 frames par seconde, en fait, votre arme, elle va passer de 60 projectiles à la seconde à 30 projectiles à la seconde. C'est pas forcément top en termes de gameplay. Donc là, je vais revenir dans le BP Gun et on va implémenter tout ça. Donc ici, le start firing, comment est-ce qu'il va fonctionner? Il nous faut une méthode pour, en gros, lorsqu'on va faire appel à start firing ici, qu'il ne soit pas appelé constamment. Donc pour ce faire, il y a une solution en Blueprint. Vous pouvez tirer du start firing ici, un do once. Et en gros, ce truc-là, c'est comme un passage qui va laisser passer le pin d'exécution ici, donc le flow, il va le laisser passer une seule fois.
Donc, il va le laisser passer une seule fois et à chaque fois qu'on va essayer d'entrer, il ne va pas continuer ce qu'il y a ici. Le seul moyen de réouvrir le passage, c'est de brancher quelque chose ici dans le reset. Donc, par exemple, stop firing, on va brancher là et on va réouvrir le passage. Donc, c'est à nous de décider quand est-ce qu'on peut réexécuter ce qui va se passer ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous allons faire un set timer by function name. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons fait appel à une fonction similaire à setTimerByFunctionName dans le AI controller de l'ennemi. Donc on a ici le setTimerByEvent. Et pour rappel, comment est-ce que ça fonctionne? En gros, toutes les secondes, il va faire appel à l'événement connecté ici. Donc l'événement trackPlayer qui permet de rappeler à l'ennemi qu'il doit chasser le player. Donc le setTimerByFunctionName, c'est un peu la même chose, c'est juste que au lieu de brancher ça ici, on va plutôt enseigner ici le nom d'une fonction ou d'un événement. Donc nous, on va vouloir répéter une action qui consiste en fait à faire apparaître un projectile. Donc je vais prendre le Fire Projectile ici, je vais appuyer sur F2 et je vais faire un CTRL-C et je reviens là pour CTRL-V. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, ce setTimer-là, il va regarder, dans l'objet courant, nous avons une fonction qui s'appelle Fire Projectile. Et donc c'est elle que je vais cibler et que je vais répéter, admettons ici, une fois par seconde et je vais looper. Donc je vais appeler ça de manière répétée. Donc ici, cet input-là, l'object, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible d'appeler la fonction qui est contenue dans un autre objet. Donc, admettons qu'on a un objet de type, je sais pas, lumière qui est ici, un acteur lumière. On peut brancher l'acteur lumière et dire, écoute, tu vas appeler la fonction qui se trouve dans l'objet acteur lumière, la fonction qui s'appelle Fire Projectile, et tu vas lancer ça toutes les secondes. Donc là, maintenant, voilà. On peut donc tirer un projectile toutes les secondes. Nous, on veut pouvoir contrôler la cadence de tir. On peut mettre une valeur aléatoire, du genre, admettons, quelque chose comme 0,02 secondes. Donc, toutes les 0,02 secondes, nous allons tirer un projectile. Mais en fait, je vais vous montrer une petite astuce qui consiste à définir exactement le nombre de projectiles qu'on veut par seconde ou toutes les 2 secondes. Donc là, je vais tirer un câble ici. Je vais appuyer sur la touche diviser et je vais faire appel à cette fonction-là. Donc, float divisé par float. Donc là, je vais mettre un 1 au-dessus. Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je vais prendre une seconde et je vais diviser ça par le nombre de projectiles que je veux par seconde. Donc, dans mon cas, le nombre de projectiles que je vais mettre ici, je vais dire 10 secondes. Enfin, 10 projectiles, pardon. Donc, en gros, je vais prendre une seconde, je vais diviser par 10 pour savoir quel est le temps qu'il faut entre chaque projectile. Du coup, là, je vais faire 10 projectiles à la seconde. Donc, 10 fois par seconde, je vais faire appel à la fonction Fire Projectile. Donc là, je vais faire un clic droit ici, Promote to Variable, et je vais appeler ça Projectile per second. Projectile par seconde. Comme ça, au moins, plus tard, on n'a plus besoin de se replonger dans le code et de se dire, où est-ce que j'ai codé la logique qui permet de définir le nombre de projectiles par seconde. On a juste à sélectionner la variable ici et on modifie sa valeur qui est égale à 10 de base. On peut mettre 20 ou des choses comme ça et vous pourrez augmenter la cadence. Alors, un truc qui est important de savoir, c'est que dans le set timer, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, justement, que si jamais je prenais le set timer, je le mettais comme ça, par exemple, et que je désactivais la case looping et que je mets 1, en gros, tout ce que ça va faire, c'est que ça va créer une sorte de latence, un delay qui va attendre une seconde avant de faire appel à Fire Projectile. Le souci, c'est que si on met le looping ici, qui permet de répéter constamment cette action-là, en gros, avant de tirer son premier projectile, il va quand même attendre le temps nécessaire. C'est-à-dire que si on tire un projectile par seconde, le premier projectile ne va partir qu'une seconde après le moment où j'ai appuyé sur la gâchette. Et ça, c'est dommage parce que pour le coup, lorsqu'on joue à un jeu, on veut quelque chose de réactif, et donc on aimerait bien que dès qu'on appuie, on tire notre premier projectile et que ça parte tout de suite, quoi. On veut de la réactivité. Donc là, je vais écarter ça, et en fait, pour contrer tout ça, je vais prendre un nœud ici, je vais faire un Fire Projectile. Donc en gros, à chaque fois qu'on va passer ici, qu'on va appuyer sur la gâchette, on va tout de suite tirer un projectile et ensuite, toutes les secondes ou le temps que nous avons défini, nous allons lancer un projectile. Donc une nouvelle astuce, ici vous allez sélectionner tout ça et vous allez appuyer sur la touche Q du clavier. Donc la touche Q du clavier, c'est un raccourci par défaut d'Unreal. Si je fais ça, en gros et j'appuie sur Q, il va redresser le flow d'exécution. Voilà. Donc là, au moins, vous pouvez arranger comme vous voulez. Ici, des fois, j'utilise en gros la touche Maj et A pour revenir à gauche, pour aligner tout ça sur la gauche. Donc là, je vais créer un petit commentaire. Je vais appeler ça tir des projectiles de manière répétée. Voilà. Et maintenant, nous allons nous attarder sur la fonction stop firing. Donc une petite parenthèse, maintenant que j'y pense, vous allez me voir souvent échanger et interchanger les mots node, fonction, event et tout. En fait, pourquoi je peux appeler ça aussi bien fonction, event ou node? Tout simplement parce que, en gros, les événements en arrière-plan, ce sont aussi des fonctions. Donc ça m'arrive du coup de confondre les noms et de dire fonction pour un événement, mais vous me comprendrez, je pense, vu que là ici j'ai mis function name et pourtant on a bien fait appel à un événement. Donc là, pour stop firing, ça va être facile. En gros, on a lancé un timer.
Et dès qu'on va lâcher la gâchette, on veut arrêter ce comportement qui permet de tirer des projectiles de manière répétée. Et donc pour arrêter ce timer, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est qu'on va prendre un câble ici, on va tirer et on va faire clear timer by function name. Donc en gros, lui, il va dire la même chose. En gros, je vais prendre le nom qui est mis ici, je vais copier et je vais mettre ça là. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, bon, dans l'objet où je suis là actuellement, donc dans le BP Gun, il y a un timer qui a été lancé sur le Fire Projectile. Ce timer-là, je vais l'arrêter, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et en gros, ce qu'il faut savoir, une petite particularité sur les timers, c'est que un seul timer peut être lancé à la fois sur un événement. Donc si on a ce timer-là qui est lancé sur le Fire Projectile et qu'on lance un autre timer, en fait, ce qui va se passer, c'est que celui-ci va être arrêté naturellement. Enfin, normalement, c'est quelque chose à vérifier, mais il me semble que c'est comme ça. Une autre méthode pour arrêter tout ça, vous pouvez faire ici un clic droit. Donc ici, on a un return value, donc une valeur en sortie. Et en fait, ce truc-là, c'est une sorte de référence vers le timer. Donc je vais vous montrer un truc, pas besoin de copier ce que je vais faire. Ici, je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça, par exemple, timer. Et en gros, ce truc-là va me permettre de récupérer une référence vers ce timer-là. Donc ici, plutôt que de faire appel à ça, je peux très bien prendre ce timer ici, je fais un get, et je peux faire un clear and invalidate timer by handle. Ça fait exactement la même chose que ça, sauf que là, ici, on référence directement le timer. Donc là, je vais supprimer ce truc-là. Ici, j'utilise le delete unused variables. Et un autre truc important à savoir, c'est que donc là, vous avez renseigné l'événement que vous voulez appeler directement par son nom. Donc, admettons ici, finalement, je décide de renommer ça en mode Fire One Projectile au lieu de Fire Projectile. Il ne faut pas oublier de brancher ça ici. C'est pour ça que perso, moi, je préfère toujours utiliser le set timer by event. Mais bon, il y a des cas où le set timer by function name, il est pratique. L'avantage du set timer by event, c'est qu'il est relié directement à l'événement. Donc, peu importe si je change son nom, ça va fonctionner aussi. Donc là, je compile ça et il me reste un dernier truc. Ici, si je laisse le code tel quel, en gros, lorsqu'on va appuyer sur la gâchette, on va tirer, on va lancer le Fire Projectile et on va tirer des projectiles de manière répétée. Et quand je vais lâcher la gâchette, on va donc arrêter cette logique-là. Mais par contre, si jamais je retire sur la gâchette, n'oubliez pas que le do once, il est fermé. On est passé une première fois et ensuite on ferme la porte et il faut pouvoir la réouvrir pour pouvoir tirer une autre fois. Donc ici c'est simple, je vais supprimer ces nœuds là, on n'a pas besoin, de toute façon on peut refaire appel si jamais j'oublie quelque chose. Et là en fait je vais brancher ce truc là ici, dans le reset. Donc qu'est-ce qui va se passer? En gros, lorsqu'on va arrêter de tirer, lorsqu'on va lâcher la gâchette, on va arrêter la composante de tir et on va aussi redonner la possibilité de passer par là. Comme ça, au moins, si jamais on veut retirer une autre fois, tirer une autre fois des projectiles, on peut le faire. Donc là, je vais ajouter un petit commentaire. Interrompt le tir de projectile et on va passer à la suite. Donc là, je compile, je sauvegarde et on retourne dans le content. Alors maintenant que nous avons fini d'implémenter la logique du gun, nous allons ajouter ce gun au héros. Donc je vais ouvrir le BP Hero. Et comment est-ce qu'on va ajouter le gun au héros? C'est simple, on a un component en particulier qui est très pratique pour ce genre de cas-là. C'est qu'on peut ajouter en fait un blueprint que nous avons créé en tant que component d'un autre blueprint. Et pour ce faire, ici dans Add Component, on va faire appel à ce qu'on appelle Child Actor. Donc Child Actor, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un acteur enfant, donc c'est un acteur component en gros. Et ici, comment est-ce qu'il fonctionne? On va venir là, hop, on doit définir la classe de l'acteur en question. Donc ici, je vais cliquer sur None et je vais chercher BP underscore gun. Donc je prends le gun, vous allez voir qu'il va apparaître ici. Et en fait, on va le placer pour le moment de manière à ce qu'il soit à peu près proche du bras droit de notre personnage. On va le placer comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait le Child Actor Component? Il va faire apparaître, lorsqu'on va lancer le jeu, un gun à côté de notre player. Donc là, je vais compiler, je vais lancer l'exécution, et vous allez voir que le gun, il est bien à côté du player, et qu'en plus de ça, il est attaché. Donc si jamais le player venait à disparaître lorsqu'il va mourir, alors ce qu'on va mettre en place plus tard, c'est que lorsqu'il va mourir, on va le faire réapparaître dans la zone safe, en fait, automatiquement, ce gun-là va être supprimé, donc il va être détruit en même temps que l'acteur qui le possède. Donc là, je vais renommer ça en Gun Actor, voilà. Et donc, un autre truc qu'il faut savoir sur les Child Actors, c'est que, en gros, ici, si je prends ça, on n'a pas une référence vers le gun. En fait, ce truc-là, si vous mettez la souris ici, vous allez voir que c'est bien un Child Actor Component Object Reference. Donc, c'est bien le component qu'on a récupéré et non pas l'acteur. Le component se charge, lui, de faire apparaître l'acteur en début du jeu. Et pour récupérer l'acteur, on va faire ici un Get Child Actor.
Donc le child actor, ici, si vous mettez la souris, il vous dit que c'est un acteur. Donc résultat, comme c'est un acteur, si jamais je tiens un câble et que je fais appel à Fire One Projectile, vous pouvez voir qu'il ne va pas fonctionner. Pourquoi? C'est un des trucs de l'héritage, c'est que en gros, admettons qu'on prend un actor n'est pas forcément un gun. Donc en gros, il faut pouvoir le caster. Donc ici, je vais tirer un câble, je vais faire un BP underscore gun, et vous allez voir qu'on a le cast to BP gun. Alors, je vais essayer de vous expliquer plus en détail pour que vous compreniez mieux. Donc là, on a donc un acteur de base, et cet acteur de base, si jamais je vous disais, je connais un humain, vous n'allez pas forcément savoir si cet humain c'est un homme ou une femme. Il faut que je vous précise, je connais un homme, et dans ce cas-là, vous savez que cet homme-là a des choses en plus. Si c'est une femme, cette femme a des choses en plus par rapport à un homme. Donc un acteur n'est pas forcément un gun, donc un acteur n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités qu'un gun. Et en fait, en utilisant ce qu'on appelle ici un cast, on est en train de dire à Unreal, écoute, cet acteur-là, en fait, c'est un gun. Donc Unreal va dire, ok, c'est bon, je sais que c'est un gun. Donc dans ce cas-là, si je tire un câble ici, en tant que gun, donc as BP gun, étant donné que c'est un gun, je vais tirer un câble et je vais faire fire projectile, et vous pouvez voir qu'on peut faire appel à notre fonction sans problème. Donc ici, le cast failed, en gros, là, c'est si jamais on a réussi. Donc Unreal va quand même vérifier de son côté. Si vous lui dites que ça, c'est un gun, il va quand même vérifier de son côté. Si c'est bon, il vous dit ok, c'est bon, c'est bien un gun, j'ai vérifié, il a toutes les fonctionnalités, tu peux faire appel ici. Et si par contre, ce n'est pas un gun, il va sortir ici. Donc cast failed. Okay, donc là, maintenant qu'on a récupéré ça, je vais faire un clic droit, promote ce variable, et je vais stocker ça dans une variable qu'on appelle gun. Comme ça, au moins plus tard, on n'a plus besoin de faire child actor et tout avec un cast et tout. On va stocker tout ça une seule fois dans cette variable gun, et plus tard, on peut récupérer la variable gun, je vais faire un get et je vais faire un fire projectile. Et donc là, ça va fonctionner sans souci. Mais du coup, où est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça dans le begin play ici. Alors, il faut savoir que le begin play est lancé dans un ordre précis. Donc là, on a le parent qui va faire appel au begin play du BP caractère, et une fois qu'il a fait appel au begin play du BP caractère, il va rentrer ici. Sauf que, il y a peut-être un souci. Admettons que le gun actor n'est pas encore apparu dans le monde et qu'on dit ici, ok, voilà, ce gun actor, tu vas le transformer en un gun. S'il n'est pas apparu dans le monde, ça va vous créer une erreur. En général, c'est une erreur de type accessed none. Donc, en gros, j'ai essayé d'accéder à rien. Et du coup, je vais vous montrer un truc, c'est que si jamais je vais dans un actor component, est-ce qu'on en a créé? Non, on n'a pas créé malheureusement, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, les begin play des actor components sont appelés en premier, avant d'être appelés ici dans le begin play. Pourquoi? C'est logique finalement. Lorsque vous allez faire spawner un objet dans le monde, il va d'abord initialiser toutes les composantes de cet objet avant de le placer dans le monde. Donc c'est tout simplement logique. Donc ici, on peut être sûr que le gun sera bien initialisé. Donc là, maintenant que j'ai stocké cette référence au gun, on peut commencer à ajouter la logique qui permet de tirer des projectiles. Donc là, je vais juste mettre un commentaire bateau du genre begin play. Comme ça, je sais qu'ici, on a la partie begin play. Voilà. Et ici, donc dans la partie qui permet d'orienter le personnage, on va ajouter notre logique. Donc là, je vais prendre le gun, je vais faire un get et je vais faire un start firing. Donc le start firing, il va permettre d'appuyer sur la gâchette. Et à quel moment est-ce qu'on appuie sur la gâchette du gun? C'est lorsqu'on réoriente le personnage. Donc ici. Lorsqu'on rentre là, on va faire un start firing. Donc là, ça va être appelé à chaque frame, on va passer là, et une fois qu'on va rentrer ici, on va laisser passer une seule fois, même si c'est appelé à chaque frame, on va faire passer une fois, on va appeler cette logique-là, et tous les prochains frames, on ne laissera pas passer, sauf si on fait appel à stop firing. Et stop firing, à quel moment est-ce qu'on va l'appeler? Et bien du coup, lorsqu'on va arrêter d'orienter le personnage. Donc là, je vais reprendre le gun, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et je vais faire cette fois-ci un stop firing, et je vais brancher ça là. Donc, je ne sais plus si je vous ai montré cette astuce dans un épisode précédent, mais en gros, ici, je peux double-cliquer sur le câble et ça va nous aligner tout ça. Donc là, maintenant qu'on a tout ça de placé, je vais vous montrer une autre astuce encore, une astuce d'optimisation cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme expliqué plus tôt, toute cette logique des blueprints va être convertie en arrière-plan dans un langage qu'on appelle le langage C++. Et ce qui coûte cher dans la conversion, ce sont les connexions qu'il y a ici. D'accord? Donc, plus il y a de connexions, plus il y a de nœuds, plus ça prend du temps de convertir tout ça en C++, et donc l'exécution est ralentie à cause de ça. Donc là, c'est de la micro-optimisation. Franchement, le fait de faire ce que je vais vous montrer, ça va pas changer énormément, mais c'est des bonnes pratiques qu'il faut avoir parce que plus vous allez coder des projets massifs, plus ça va prendre en ressources et plus vous pouvez économiser des ressources tout simplement en ayant des bonnes habitudes. Donc là, en gros, les connexions consomment plus de temps. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce truc-là et je vais brancher ça là. Ça marche aussi. Il n'y a carrément pas de souci avec ça.
Donc là, je vais mettre un commentaire. Tire des projectiles lorsqu'on incline le stick et arrête de tirer lorsqu'on n'incline plus le stick. Voilà. Donc on va redimensionner ça de manière à ce que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Et donc là, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que le tir de projectile fonctionne correctement. Alors pour l'information, je prépare ma toute première formation payante cette fois-ci dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui va vous emmener vers la mailing list. Vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir un personnage gratuit pour vos projets Unreal. Pour ma part, je vous dis à très vite dans le prochain épisode qui va apparaître ici en haut une fois qu'il sera dispo et dans lequel nous allons faire des dégâts là ici aux ennemis. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, ciao. Fini d'implémenter, je vais boire un petit peu de café, Zelda. Je suis fan de Zelda pour ceux qui ne savent pas. Donc si vous avez un cadeau à m'offrir, une statue grandeur nature de Link là, timer qui servait à dire au set timer by function name. Il s'appelle en fait